Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs, merci de regarder Télé Tchad où vous êtes. Aujourd'hui, nous avons encore une fois de plus le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Simon Andaguezou Vadandi. Avec lui, bien entendu, nous allons parler de son nouvel ouvrage qui est paru en 2018 aux éditions Edilivre. C'est un recueil de poèmes intitulé donc « La légende des apatrides ». Monsieur Simon, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Voilà. Vous êtes originaire de Léombaya, dans le département de la Kabia, région du Mayo-Kébi-Est. Vous êtes diplômé en administration des greffes de l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM de N'Djamena. Et vous avez occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de la justice tchadienne, notamment greffier en chef de la cour d'appel de N'Djamena, inspecteur des services judiciaires et directeur de la législation. Et vous êtes actuellement directeur général adjoint de l'École nationale de formation judiciaire. Alors, vous êtes un amoureux de la littérature. Vous avez à votre actif donc plusieurs ouvrages, notamment un recueil, vous avez coproduit un recueil collectif intitulé Poésie africaine qui est paru en 2002 aux éditions Feu de Brousse à Dakar au Sénégal. Et d'un autre recueil aussi de poèmes intitulé Sur les cendres de l'amour qui est paru en 2016 aux éditions Edilivre en France. Donc, La légende des apatrides est donc votre troisième ouvrage. Alors, Monsieur Simon, La légende des apatrides donc est à la fois, comme on le voit dans cet ouvrage, le titre du recueil, c'est aussi le titre d'un poème, c'est également le titre de l'une des articulations du livre. Qui sont ces apatrides dont vous parlez? Merci beaucoup pour la question. Je ne définis pas cet apatride dont je parle comme l'apatride juridique. Auquel aucun pays ne reconnaît sa nationalité. Ici, je parle d'un concept un peu philosophique. Un apatride, lorsque vous allez lire le texte des vers que j'ai écrit en introduction de ce recueil, je dis c'est nous qui portons les séquelles de l'histoire, la mémoire douloureuse du peuple. C'est-à-dire que je me plonge un peu dans l'histoire de notre peuple, et plus loin, je dis que quand l'homme n'a pas sa mémoire, quand l'homme ne sait d'où il vient, lorsqu'il perd ses repères, alors il devient ipso facto un apatride. Ça veut dire que c'est des citoyens qui sont là, mais qui ne sont pas pris en compte dans la politique de développement, qui ne sont pas arrimés à un système de développement du pays et qui sont en fait exclus de la jouissance du patrimoine commun. Donc ce sont tous ces gens laissés en rade là que j'appelle ici des apatrides. Okay. Alors, si nous lisons le poème intitulé L'apatride lui-même, le mot liberté apparaît à la fin en lettres capitales. Quelle valeur sémantique vous donnez à ce mot? Exactement, parce que la liberté c'est même l'essence de l'être. Dieu a créé l'homme libre. Donc, quand je dis que tu n'es ni d'un pays ni d'une patrie, la terreur gouverne. Ça veut dire que quel que soit le degré de la politique d'oppression qu'un peuple peut endurer, et à la fin, ce peuple a l'espoir de vivre un jour la liberté. Et je crois que lorsque nous plongeons dans l'histoire de l'humanité entière, la liberté, c'est à quoi l'homme aspire légitimement. D'ailleurs, c'est à cela que Dieu l'a destiné. Enfin, La légende des apatrides, donc un troisième ouvrage. On a bien besoin de savoir pourquoi est-ce que vous préférez la poésie, qui est un texte rhétorique et donc plus ou moins hermétique dans un pays comme le Tchad où les gens n'aiment pas beaucoup lire. Exactement. Je crois que la question m'a été posée plus d'une fois. J'ai dit que la poésie, c'était un peu une passion qui m'est venue de par peut-être mes origines. Ma grand-mère était une grande cantatrice, donc lorsqu'elle célébrait dans la nuit ceux qui sont morts, ceux qui sont chers à elle, etc. Moi, j'étais là à côté d'elle, je la suivais un peu. Et vous savez,
la poésie a peut-être perdu un peu de l'élan dans ce pays. Mais pour beaucoup qui ne le savent pas, la poésie a été toujours au cœur de l'action. Elle a été toujours à l'avant-garde du combat pour la liberté. Le poète français, le célèbre poète français qui s'appelle Charles Baudelaire, et qui a écrit Les Fleurs du Mal, disait qu'il y a 3 êtres respectables: les guerriers, le prêtre et le poète. Wow. Donc, il s'appuyait en cela par le fait que lorsque la France a été confrontée dans son existence lors de la Deuxième Guerre mondiale, De Gaulle avait fait appel à tous les intellectuels auprès de lui à Londres. Parmi ces intellectuels, il avait des poètes comme Joseph Kessel. Vous voyez, il y a une complainte que nous chantons sans comprendre. Ami, entends-tu le vol noir du corbeau dans la plaine? C'était un poème de Joseph Kessel. De Gaulle a dit, vous les écrivains, vous restez avec moi à Londres. Nous allons écrire ensemble l'histoire de la France. Parce que la France va être livrée et c'est vous, en tant que poète, qui allez écrire cette histoire. Donc la poésie est au cœur de l'action. C'est elle qui était donc un peu l'outil ou bien un élément catalyseur qui un peu mobilisait les troupes sur le train. Donc ce poème de Joseph Kessel a été envoyé sur le front. Il dit, ah mais si tu tombes, un autre sort de l'ombre à ta place. C'était pour galvaniser les armées au front. Vous voyez, la poésie, c'est un genre d'action, c'est pour l'action. Ce n'est pas comme le roman où vous lisez l'histoire et à la fin vous comprendrez. Mais la poésie, elle s'adresse directement aux omissions de l'homme. Ah oui. Lorsque je vous déclame un poème, je m'adresse à vous. Donc, c'est les sensations, en fait. Alors, que vous rappelle donc le canal Saint-Martin, que vous en avez fait un titre. Exactement. Le canal Saint-Martin, vous connaissez l'emplacement bien sûr. Et lorsque les aînés me racontaient l'histoire du Tchad et comment les premières émeutes étaient parties en 1963, et on nous disait que c'était au canal Saint-Martin que la révolte a été réprimée dans le sang. Et lorsque vous lisez ce poème, vous allez comprendre un peu. J'ai dit, par exemple, c'est ce jour que la flamme était partie, une flamme lourde, dont nous portons encore les séquelles aujourd'hui. Donc, c'est un lieu emblématique pour moi. Et à chaque fois, quand je quittais le palais de justice pour aller, je traversais cela, et ça me ramenait ces souvenirs des premiers balbutiements de notre histoire en tant que nation. Voilà. C'est un peu ces souvenirs-là qui m'a fait écrire ce poème. Alors, dans le poème Tam Tam d'Afrique, vous semblez regretter une Afrique ancestrale perdue, oui, d'une certaine façon. Alors que actuellement beaucoup d'Africains préfèrent, je ne sais pas, se déraciner au contact des civilisations occidentales et orientales, avoir de la nostalgie pour un monde primitif apparaît du coup comme un sacré paradoxe. C'est un monde primitif selon vous. Mais c'est ça notre légende. C'est un peu notre force culturelle à nous. Vous savez, le tam-tam n'était pas joué au hasard. Il avait des sons qui étaient des sons spécifiques. Porteurs de messages. Porteurs de messages, voilà exactement. Mais aujourd'hui, on ne se reconnaît plus dans tout ce que nous jouons comme instrument. Et c'est quelque part, je les appelle les instruments de profanation. C'est en fait des pollutions sonores auxquelles nous assistons aujourd'hui. Mais le tam-tam d'Afrique, c'est le reflet de notre identité. C'était l'instrument par excellence qui portait le message. Et lorsqu'au petit matin, on joue les sons groupés d'un tam-tam, on sait que dans ce village, il y a un cas spécifique, il y a un guerrier ou bien un homme illustre qui est mort quelque part. Donc, ce n'était pas de tam-tam comme ça qu'on joue aux hasard comme on le fait de nos jours. C'est un peu cette nostalgie. Lorsqu'on était au village, on avait des joueurs de tam-tam patentés. Et lorsqu'ils jouaient, on savait, même au loin, que c'est tel type qui était en train de jouer le tam-tam. Parce qu'il avait une marque spécifique. Il avait son timbre, sa note spécifique, et qu'il imprimait donc à cet instrument-là. Est-ce que vous pouvez nous déclamer une strophe, juste une strophe de ce tam-tam d'Afrique? Exactement. Quand je dis tam-tam d'Afrique, dans la nuit profonde et à l'aube où les lueurs du jour se font désirer ardemment, vous avez raisonné.
et vos roulements lugubres ont percé l'épaisse forêt aux couleurs chatoyantes. Et ils ont traversé le désert. Reptation des sons percutants qui dominent l'espace. Dès l'hiver, l'atmosphère chargée d'angoisse. Ce silence que vous portez est implacable et crucifie les tendres émotions du jour, chargées de solennité lourde. Voyez, les solennités lourdes, c'est des moments solennels que le tam-tam annonce. Ce n'est pas n'importe quel moment. On ne joue pas le tam-tam en Afrique n'importe quand et n'importe comment. On le joue dans des circonstances particulières. Votre poésie à la lire est essentiellement, ça c'est mon point de vue à moi, lyrique, exaltante, au point où l'on se demande si vous n'êtes pas un parnassien du 21e siècle. Merci beaucoup. Oui, le grand poète africain Senghor disait que le poème n'est accompli que lorsqu'il s'est fait à la fois chant, parole et musique. Un poème qui n'a pas de retentissement lyrique, qui n'a pas une sorte de sonorité, ce n'est pas de la poésie. Quelque part, Senghor dit que vous pouvez écrire de la poésie écrire un poème sans la poésie. Donc, les poèmes, c'est fait pour être retenti, c'est fait pour être dit. Le poème est essentiellement oral, et surtout les poèmes africains. Nous sommes le berceau de l'oralité. Donc, le poème que nous écrivons doit refléter cette oralité. Comme quand je vous dis le poème, je le dis, je ne le lis pas, je le dis parce que c'est un peu la parole. Les esprits des morts sont presque omniprésents. Hein? Croyez-vous, comme Birago Diop, que les morts ne sont pas morts? Ils sont dans l'arbre, ils sont dans le bois, ils sont dans l'eau, ils sont dans la case, ils sont dans la foule. Exactement. Les morts font partie de nous-mêmes. Ils sont notre histoire. Et c'est pourquoi il y a un mouvement auquel je consacre carrément la mémoire de ceux qui nous ont précédés. Parce que c'est des gens qui ont quand même occupé l'espace, non seulement autour de nous, mais dans notre vie, dans notre cœur. Et ces gens-là, on doit les célébrer. Et non pas parce qu'ils sont déjà partis, ils nous ont dévancés, mais par rapport aux marques qu'ils nous ont laissées. Par rapport à l'histoire dont ils ont marqué de leur empreinte. Donc, à cause de tout cela, l'homme doit être célébré par rapport à son action. Et non pas par rapport à ce qu'il possède, par rapport à tout le patrimoine physique, non. Mais par rapport à l'action qu'il aura posée. Qu'est-ce que l'histoire, même mort, notre mémoire doit parler. Elle doit parler de manière positive pour impacter les générations qui nous suivent. Et puis, dans le poème « La crème du sacrifice », telle une épopée, vous chantez la gloire d'un héros hors du commun à qui vous attribuez le titre de prince et de poète. Hein? De qui s'agit-il et qu'a fait ce personnage pour mériter de telles paroles louangeuses? Merci beaucoup. Crème du sacrifice. La crème du sacrifice, c'est en fait un long poème que j'ai d'ailleurs séparé en deux. Le poème est dédié à un personnage qu'on a déjà oublié, mais qui en fait a joué un rôle important. Je le connaissais, il s'appelle Haroun Dabno. Haroun Dabno, c'était ce sireur-là. Il s'est fait appeler le sireur démocrate. Et à chaque fois que le Sao jouait, il était là. Il faisait le tour du terrain pour galvaniser les gens, pour amener les gens à supporter l'équipe nationale. Ouais, cet homme-là, quand il était mort, personne n'a parlé de lui. Personne n'a parlé de lui. Alors, tout ce qu'il disait était vrai. Tout ce qu'il disait, ces blagues, lorsqu'il racontait cela, on riait de cela. Mais c'était des vérités qui étaient sorties de ses lèvres baveuses, comme je les appelle. Donc cet homme-là, quand il est mort, je dis il est mort comme un anonyme. Je disais que ces jours-là, le drapeau n'a pas été mis en berne. Parce qu'il flottait aux quatre vents pour saluer un destin anonyme. Nous devons célébrer les personnes, même anonymes, mais qui ont fait des actions pour égayer notre conscience. Et c'est pourquoi je dédie ce poème à Haroun Dabno. Ok. Alors, le poème Le Départ est articulé par l'anaphore partir, que vous avez utilisé en 12 occurrences dans le même poème. Oui.
Alors, ceci me rappelle directement Cahiers d'un retour au pays natal, dans lequel Aimé Césaire décide de partir de l'Europe, afin de quitter l'Europe pour les Antilles, qui est sa terre natale. Alors que le partir de chez vous est un mouvement contraire. Tout à fait. C'est le départ de l'Afrique pour l'Europe. Oui. Alors, ce départ, ou bien ce partir, est-il un signe d'espoir ou plutôt un décevant mirage? Ce poème, je l'ai écrit avec beaucoup de pensements à cœur. Et vous n'ignorez pas qu'aujourd'hui, la Méditerranée est devenue un cimetière béant, où chaque année, des milliers de jeunes meurent, qui quittent l'Afrique pour aller chercher le meilleur vivre ailleurs, en Europe bien sûr. L'Eldorado. L'Eldorado. Oui, c'est là. C'est des milliers de jeunes, alors que on pouvait retenir ce jeune-là par une bonne politique de fixation, par la création d'emplois. C'est parce que on a affaire aujourd'hui à une jeunesse désenchantée. Et c'est pourquoi ce départ-là, c'est un départ qui est motivé par le désespoir en fait. C'est-à-dire c'est des gens qui se disent autant que je meurs que de vivre une telle vie chez moi. Vous voyez cela. Et lorsque l'homme est habité par ce désespoir, il ne vit plus. Donc c'est un peu ce départ en sens contraire que je décris ici avec un pincement de cœur. Et il y en a même qui revendiquent que nous repartons parce que l'Europe aussi nous a pillés, etc. Mais notre vocation en tant que citoyens, c'est de vivre chez nous, c'est de développer notre pays. Et nous avons les moyens et les potentialités pour le faire. La mort des revenants, c'est un autre titre dans lequel vous déployez largement la prosopopée. C'est une figure de rhétorique qu'on enseigne, qui fait agir et parler des morts. Ah oui. Alors, que cachez-vous derrière ce rare procédé de langage? Les morts qui meurent une seconde fois. N'est-ce pas un peu absurde là, monsieur Simon? Oui, il y a un peu de l'absurdité dedans. Mais le message que je laisse, c'est quoi? Je l'ai dit souvent, le poète, il s'inspire de son environnement. Vous voyez, pour ne pas parler spécifiquement de notre pays, le Tchad, mais de l'Afrique d'une manière générale. Vous voyez, aujourd'hui, quand l'homme est confronté aux questions existentielles, du genre, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais boire aujourd'hui? Est-ce que j'aurai quelque chose pour me soigner quand je tombe malade? Quand l'homme est livré à ces questionnements, généralement, on rencontre même des gens dans la rue qui parlent seuls. C'est des questions existentielles. Celui-là, est-ce qu'il vit réellement? Il ne vit pas, même s'il est vivant. Est-ce qu'il vit réellement? C'est des morts vivants. C'est des morts vivants. Voilà un peu le sens de ce poème. Alors, dans un autre poème intitulé Poulot, donc, que vous avez dédié à Ibrahim Ben Ousmane. Oui. Voilà, le lecteur est charmé un petit peu par la belle ambiance de bon vivre qui prévaut entre éleveurs et agriculteurs. Exactement. Ambiance qu'on rencontre très rarement de nos jours. Vous voyez, ce poème, je l'écris, tous mes poèmes, je les écris avec avec les tripes, parce que c'est des questions qui m'interpellent. Vous voyez, il ne se passe pas un seul instant, un seul jour, que nous n'apprenions pas qu'il y a eu un conflit éleveur-agriculteur, et il y a eu tel nombre de morts, de tel côté, extra. Alors moi, je fais la confrontation de cette actualité avec un souvenir que nous, on a vécu au village, avec des éleveurs. Pour l'eau, c'est le terme qu'on utilisait pour appeler le peul. Quand ils venaient dans le village, ils restaient aux abords et ils savaient à quel chef de quartier s'adresser. Et on était en ambiance totale. On organisait des fêtes, on jouait ensemble. Et quand un animal rentrait dans le champ, il était le tout premier à venir dire au chef de quartier que voilà, telle chose s'est passée. Et l'ambiance était là. On a vécu ce moment. Et aujourd'hui, on a affaire à un genre... C'est un climat de méfiance. Un climat de méfiance des éleveurs nouveaux. Des éleveurs puissamment armés aujourd'hui. À l'époque, on ne savait pas cela. On vivait dans une ambiance parfaite. Le lait venait, on troquait le riz, le mil contre le machin. Et on était là, on vivait. C'est pourquoi j'ai dit, j'écris ce poème pour un peu me souvenir et de ce moment vraiment d'ambiance, de mixité populaire.
que nous avions à l'époque. Mais pourquoi aujourd'hui on fait face à ce genre de phénomène et qui nous coûte des vies inutiles? Ça encore, ça nous interroge. Fille de labeur, c'était un autre poème dédié aux fonctionnaires de la rue de 40 mètres. Ouais. Là, vous égrenez une sorte de chapelet de malheur auquel ces filles innocentes et naturellement belles, hein, selon vos propres termes, voilà, sont exposées. Viol, maltraitance, harcèlement. Et pour couronner le tout, vous parlez d'un esclavage de temps moderne. Monsieur Simon, quelle suggestion avez-vous à faire à qui de droit, hein, on peut le dire ainsi, afin d'aider dans la gestion de ce phénomène migratoire, qui va crescendo et dont on ne voit que les conséquences désastreuses? Aujourd'hui, le phénomène est dû à quoi? C'est cet exode qui fait qu'aujourd'hui, ce sont les jeunes filles qui vont dans ce mouvement massif. Il faut une politique de fixation. Qu'est-ce qui peut fixer l'homme dans son terroir? C'est le développement. Et Mandela disait que si vous voulez faire développer un pays, alors les leviers puissants, c'est l'éducation. Il faut éduquer. Il faut que ces filles aillent à l'école. C'est quand elles iront à l'école, elles vont apprendre à être libres, à s'autonomiser, comme aujourd'hui c'est le mot qui est à la vogue. L'autonomisation de la femme. Mais dès lors que les deux leviers de l'économie, la santé et l'éducation sont en terre, on ne peut pas espérer mettre fin à un tel phénomène. Vous voyez cela. Il faut qu'on change de paradigme. Il faut qu'on change de paradigme pour que ces filles-là, qui aujourd'hui n'ont pas d'espérance, et vivent une vie de misère, ils sont livrés, comme je l'ai dit dans le poème. Vous voyez, notre responsabilité est engagée en tant que gouvernement. Vraiment. Alors, M. Simon, nous tendons presque vers la fin de notre entretien. Nous aimerions bien donc que vous nous déclamiez un de vos poèmes que vous allez choisir comme vous voulez. Le poème est intitulé Léombaya. Léombaya, c'est mon village natal. Oui. Et une fois que vous aurez lu ce poème, vous aurez envie de faire un tour. Quand je dis je te célèbre dans la splendeur du tendre matin, toi, mon village, mon beau village, que je contemple assis sur le gazon mirifique où te sourit la gloire divine. J'aime épeler le bel alphabet de ton nom et son écho reflet sonore et d'une harmonie symphonique tendue sur les notes authentiques des tam-tams d'usage de la bonne aventure au cœur du silence limpide qui m'inonde d'amour. Et en ce jour béni du destin héroïque, j'appellerai à ton existence au bout de l'évocation saillante de mon cœur. J'invoquerai le ciel tendu vers l'inconnu. Si dans cette plaine verte, tu n'avais été posé tel un bocage caucasien sur les hauteurs orientales, les étincelles argentées, car tu es mon premier amour, où s'abreuve à long trait mon cœur comme à une fontaine mystérieuse. Amour jaillit de mes entrailles chaleureuses. Oui, c'est comme tous les villages natals du monde, c'est un village où il fait bon vivre. Oui. À chaque fois, quand vous allez lire ce poème, je dis que je reviendrai pour revisiter les cases de l'enfance, pour revoir les traces. Oui. Et quand je repars, à chaque fois à Léombaya, c'est comme, je m'inscris dans une marche initiative. Ouais, j'apprends de nouveau. Ça fait beaucoup de mal que beaucoup d'intellectuels n'aiment pas leur village. Ouais, on a nos entrailles. C'est là où on se sent le mieux. C'est là où nous sommes le mieux. Nulle part ailleurs. Ouais, c'est là que notre terroir. C'est un peu cela que je célèbre ce village qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir et qui m'a en fait tant donné. Tout donné en fait. Voilà. Et auquel je dois beaucoup de choses. Voilà. Alors, la disponibilité de votre livre? Oui, le livre, il est disponible à la librairie La Source. La Source. Voilà. Au prix? Le prix est de 9 000 francs. À 9 000 francs. Voilà. Monsieur Simon, merci beaucoup une fois de plus d'avoir accepté de venir sur notre plateau. C'est fier et le plaisir pour moi. Voilà. Chers téléspectateurs, nous sommes parvenus à la fin de notre numéro d'aujourd'hui que nous avions consacré
au livre de M. Simon Andagezo Fadandi, La légende des apatrides, qui est un recueil de poèmes publié aux éditions et 10 livres en France en 2018. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez toujours en compagnie des programmes de Télé Tchad qui ne s'arrêtent pas.